bienvenue dans Date un Doc, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la médecine. Je suis le docteur Océane Sultan et ensemble nous explorons la santé à travers les regards et les histoires d'experts et de passionnés. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jean-François Honard qui est chirurgien plasticien et il travaille à l'hôpital Gustave Roussy. Bonjour Jean-François, ça va ? Bonjour Océane, tout va bien ? Bah ouais, je suis super heureuse de faire ce premier podcast avec toi. J'avoue, on a eu un petit peu de galère pour programmer la date. C'était un petit peu chaotique, mais ouais. ça, t'as l'habitude, les emplois du temps de tu chirurgien et m'as posé d'anesthésiste. 2 lapins, mais quand même, comme quoi, il faut... Et finalement, j'ai fait l'effort de venir aujourd'hui, sous la pluie. Tu vois, juste il pour faut toi. Persister. Donc, on va parler aujourd'hui de chirurgie reconstructrice, après un cancer, bien entendu, et spécifiquement après un cancer ORL. Mais avant ça, je voudrais savoir un peu plus sur ton parcours et surtout, donc déjà, comment tu as décidé de devenir médecin ? Alors c'est une bonne question, c'est une question qu'on nous pose souvent, surtout les patients. Il y a beaucoup de patients qui nous demandent qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin et chirurgien. Alors j'ai pas tellement d'explications à ça, j'avoue, moi c'est un peu venu comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout de parents médecins. Ni personne dans ma famille. Et la chose qui est un petit peu surprenante aussi, c'est que j'ai 2 sœurs infirmières et une sœur médecin. Voilà. Ok, donc finalement, pas de parents médecins et tout le monde s'est chauffé tout le monde pour s'est faire mis, s'est mis dans le domaine. Honnêtement, je me voyais pas faire autre chose. Et pourtant, j'ai eu la chance d'être dans un bon lycée où on nous orientait plutôt vers les grandes écoles, les prépas et tout ça. Et moi, ça me disait pas grand-chose. Et depuis toujours, depuis je pense 7-8 ans, je me suis dit je ferai médecine. J'ai pas changé. Voilà. C'est mignon. Et alors, ta spécialité, ça venait plus tard ou à 7-8 ans, tu te dis je veux reconstruire Eh ben non. Non, parce que quand j'ai commencé, je voulais être pédiatre. Oh, c'est mignon aussi. Voilà, Et après, à l'externat, j'ai découvert la chirurgie qui m'a bien plu. Et je me suis dit, je vais faire la chirurgie pédiatrique. Okay. Et après, j'ai découvert la spécialité, donc la chirurgie plastique, dont le diplôme est chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Et au final, j'ai découvert un pan de la spécialité que je connaissais pas du tout, qui est la chirurgie reconstructrice et qui fait partie de mon activité maintenant et qui prend une grande part dans mon activité, même si je fais d'autres choses. Et voilà, j'ai découvert ça et ça m'a bien plu. Et du coup, je me suis spécialisé et surspécialisé dedans. Mais ça fait écho avec ma question suivante, puisque justement, quelle est la différence entre chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ? Tout est un peu complémentaire. Alors c'est vrai que quand tu demandes à l'ensemble, à des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu, et même parfois à des collègues, ils ont l'image du plasticien qui fait que de l'esthétique, des liposuctions, qui met des prothèses, qui fait des liftings. Alors ça fait partie aussi de l'activité, mais il y a aussi tout un pan de chirurgie, de réparation, de reconstruction, après cancer, après brûlure, après accident, après traumatisme, après beaucoup de choses, et tout ceci est regroupé au sein d'un même diplôme, et on peut s'orienter vers l'une ou l'autre ou faire les deux, faire le pan reconstruction esthétique, et au final, comme le disent beaucoup de chirurgiens, on fait une jolie reconstruction en ayant un bon sens de l'esthétique, et pour faire l'esthétique, il faut avoir les bases d'une chirurgie de reconstruction. Donc les deux s'imbriquent un petit peu. Après des collègues, chacun prend des voies différentes. Il y en a qui ont une grosse dominante purement esthétique, d'autres qui font un peu des deux, d'autres qui font que de la reconstruction. Mais voilà. Il y a une différence de personnalité entre les chirurgiens qui décident plutôt de faire de la reconstruction et les chirurgiens qui décident plutôt de faire de l'esthétique ? Non, mais c'est difficile à dire, ça. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des différences de personnalité ? C'est à toi. Vu de l'intérieur, moi, je peux pas trop y répondre. C'est plutôt à toi. Toi, je sais que
Je sais pas, moi je peux te dire la différence T'as entre connu les anesthésies et les réanimateurs, tu Non. vois. Ah oui. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, il y en a qui font que l'esthétique parce qu'ils ont des traits de personnalité différents de ceux qui font la reconstruction. Je sais, c'est une bonne question, mais malheureusement, je pense que je sais pas y répondre. Donc aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de parler de la chirurgie reconstructrice après un cancer ORL. Est-ce que tu peux me dire déjà, en fait, c'est quoi un cancer ORL en fait déjà ? Alors c'est une très bonne question. Un cancer ORL, c'est un cancer qui va toucher, en gros, si on schématise, tout ce qui va toucher la face, le cou, les organes ORL, donc la langue, la cavité buccale, la mâchoire, les sinus, le nez, les oreilles et tout ce qui est au niveau du cou, des ganglions, du larynx, du pharynx, voilà. Donc c'est des chirurgies qu'on découvre de plus en plus, que le public commence à découvrir de par les campagnes de sensibilisation. Mais ici, spécifiquement à Gustave Roussy, c'est un gros centre de cancérologie ORL où on fait beaucoup de chirurgie ORL et surtout de reconstruction. Ok. Et donc, parmi les gens, donc les patients qui ont un cancer ORL, il y en a certains qui vont être opérés, d'autres non. Donc toi, tu vas intervenir plutôt, bien entendu, chez ceux qui vont être opérés. Et souvent, c'est une bonne nouvelle quand les patients se font opérer. Tu vas intervenir quand exactement dans la prise en charge du patient ? Quand nos collègues ORL font appel à nous. Parce qu'il y a des chirurgies, toutes les chirurgies ORL de ces cancers ne vont pas nécessiter forcément de reconstruction. Et nous, on collabore étroitement avec nos collègues ORL qui, dans certaines chirurgies qui vont être un peu trop délabrantes ou qui vont mettre en péril parfois même la vie du patient s'il n'y a pas un geste de reconstruction qui est associé, ou alors pour des raisons esthétiques et surtout fonctionnelles. Ce qu'on dit fonctionnel, c'est maintenir les fonctions principales. Alors en ORL, c'est la respiration, l'alimentation, la déglutition pour l'alimentation et essayer de limiter les séquelles esthétiques parce que dès qu'on touche au visage, à la face, y a cet impact esthétique aussi qui va être important. Et dès que la chirurgie va être mutilante, délabrante, mettre en péril la vie du patient, ses fonctions, on va dire, primaires, ils vont faire appel à nous pour reconstruire ce qui va être enlevé et essayer de préserver tout ça. Donc globalement, les ORL, ils vont enlever tout ce qui est tumeur et tout ça, et toi tu vas venir et tu vas combler. Comment tu vas décider parce que l'idée c'est de combler avec une autre partie du corps, en gros c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est si on peut, ce que disaient ceux qui nous ont appris la reconstruction, c'est que le mieux c'est de reconstruire un tissu avec son meilleur équivalent. Okay. Donc d'essayer, dès qu'on enlève de l'os, de reconstruire avec de l'os, dès qu'on enlève du muscle ou des tissus mous, de reconstruire avec une autre partie du corps, de faire une autogreffe sur le principe, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça appartient au patient, il n'y a pas besoin de donneur, ça s'intègre mieux, c'est des tissus qui sont vascularisés et qui vont permettre de, schématiquement, grossièrement, combler le trou, le défect qui aura été fait sur la chirurgie carcinologique, la chirurgie d'exérèse qui va enlever, elle, la tumeur. Ok, et donc du coup, il y a plusieurs techniques de chirurgie de comblement, on va dire, ou de chirurgie plastique, reconstructrice ORL. Tu peux nous expliquer la différence entre... Donc en fait, on est plutôt en train de parler de... On va prendre une partie du corps du même patient pour essayer de combler ce qui a été enlevé, ce qui a été détruit en tout cas par le cancer. Comment tu choisis quelle partie du corps tu prends? Donc ça, tu l'as un peu pris. Et quel type de chirurgie différente tu peux faire? Quel type de technique différente tu vas pouvoir utiliser? Ce qu'on fait surtout aujourd'hui, et c'est notre spécificité, c'est la spécificité de la reconstruction ORL, c'est faire ce qu'on appelle des lambeaux libres.
Un lambeau, c'est aller prélever des tissus à un autre endroit et de venir le transférer d'un endroit à un autre. Voilà, c'est un transfert de tissus, de peau, de graisse, de muscles, de muqueuses ou d'os. Et un lambeau libre, c'est un lambeau qu'on va amener vasculariser, donc on va le prélever avec sa propre vascularisation, une artère et une veine, et on va venir déplacer tout ça et le rebrancher. Voilà, en quelque sorte, c'est de la tuyauterie, c'est de la plomberie. On va rebrancher une artère et une veine pour que tout soit bien vascularisé et s'intègre bien. Comment on choisit la reconstruction ? Ça va dépendre surtout de ce qui va être enlevé. Globalement, ce qu'on fait de plus, c'est donc pour reconstruire une mâchoire, une mandibule, on va aller prélever de l'os au niveau de la jambe, au niveau de la fibula, qu'on appelle aussi le péroné. Pourquoi à cet endroit-là ? Parce que c'est un os qu'on peut prélever sans entraîner trop de séquelles au niveau de la jambe, au niveau de la mobilité. C'est-à-dire qu'on peut prélever une partie de la fibula et quand tout est cicatrisé, le patient pourra continuer à marcher, à avoir une vie relativement normale, même à faire du sport. Voilà, on a prélevé des péronés sur des sportifs et ça permet de remodeler l'os, de le façonner pour reconstruire la mandibule. Pour le reste, aujourd'hui, on a bien évolué sur les techniques et à la limite, on peut prendre d'un petit peu partout. Donc, on va s'adapter aussi à la morphologie du patient. L'idée, c'est d'aller prélever un endroit sans entraîner trop de séquelles. Donc, on peut prélever au niveau de la cuisse, au niveau du dos, au niveau du ventre. Globalement, partout, il y a des tissus qu'on peut prélever et utiliser en le remodelant pour reconstruire ce qui aura été enlevé. Que ce soit une langue, une joue, un nez. Donc le nez, typiquement, tu reconstruis avec quoi ? Alors le nez, c'est un peu spécifique parce que déjà c'est une chirurgie qui est très minutieuse, qui est complexe, qui va nécessiter plusieurs temps opératoires. Et le mieux pour la peau du nez, quand elle est enlevée, c'est de prendre de la peau au niveau du front. Faire ce qu'on appelle un lambeau frontal. Pourquoi le front ? Parce que ça a la même texture, la même couleur, la même épaisseur que la peau du nez. Et ça, c'est historique, hein, ça date de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, où on utilisait des lambeaux, la peau du nez pour reconstruire la peau du front, pour reconstruire le nez. Là-dessus, on n'a pas inventé grand-chose, mais voilà. Mais c'est ce qu'il y a, c'est aujourd'hui la technique principe pour reconstruire le nez. Et quelle est finalement la partie qui est la plus difficile à reconstruire, où tu te dis, ah là, c'est encore un petit peu compliqué ? C'est une très bonne question. Honnêtement... tu sais tout faire. Non, bien au contraire. Moi, je dirais aujourd'hui la langue. La langue, okay. Pourquoi ? Parce que c'est un organe qui est complexe, qui est extrêmement complexe, parce que c'est du muscle. La langue, je ne sais plus combien, mais c'est plusieurs dizaines de muscles qui sont imbriqués les uns dans les autres, avec des muscles, ce qu'on appelle extrinsèques, intrinsèques. Et aujourd'hui, on ne sait pas reconstruire une langue quasiment à l'identique. Tant une mandibule, aujourd'hui, on peut prendre de l'os avec les chirurgies assistées par ordinateur, tout ça, on arrive à faire des reconstructions qui sont assez satisfaisantes. C'est un os dans lequel on pourra mettre des implants, donc même au niveau de la réhabilitation dentaire qui est aussi importante, et au travail de nos collègues odontaux qui font un beau travail, on arrive à restaurer une mandibule, une dentition, voilà, quand tout se passe bien. Je vais dire une langue, on est toujours chaud. Un petit peu déçu. Voilà. Ok. Et quelle est la chirurgie que tu fais le plus, mine de rien ? Ok, on va dire en chirurgie ORL. Hein. En chirurgie ORL, ouais. C'est les reconstructions, c'est les... je dirais la mandibule quand même. Je crois qu'on avait... La mâchoire, quoi. Ouais. Ok. C'est lambeau prélevé au niveau de la jambe parce que c'est la meilleure chose et on peut reconstruire toute la mâchoire. Et je crois que c'est ce qu'on fait, fait de plus, ouais. Ok. Ouais. Bon, alors malheureusement, il y a parfois des complications de ces chirurgies. Est-ce que toi, tu sais un peu avant te dire ça va passer ou ça va pas passer ? Et c'est quoi tes critères qui peuvent être objectifs et parfois un peu subjectifs ? T'en as ou pas ?
Oui, alors, Il y en a de toute façon, des petites, bien sûr, complications, ouais. tu peux être le meilleur chirurgien du monde, enfin, et qu'on n'est pas, clairement. Fais pas genre. Tout le monde aura des complications. Moi, je connais pas un chirurgien qui me dit, moi, j'ai pas de complications, ça se passe toujours bien. Pour plusieurs choses, parce que quand on parle de patients ORL, alors, il y a l'archétype du patient qui a beaucoup fumé, qui a un petit peu bu et qui est un petit peu fatigué, qui a d'autres comorbidités, d'autres pathologies associées, des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, des patients qui sont qui sont un peu fragiles et qui vont avoir une grosse chirurgie qui va les fragiliser encore un peu plus. On sait que ces patients-là, ils vont être plus à risque de mauvaise cicatrisation, de complications. Et ça, on le sait avant, on essaye de faire la chirurgie la plus fiable possible. Et puis il y a des patients qui peuvent avoir des complications intrinsèques à la chirurgie, parce que déjà on ne maîtrise pas tout et que l'erreur est humaine et on peut avoir beaucoup d'expérience. Alors on essaye de limiter le facteur humain, mais parfois, et il faut le dire, une petite erreur technique peut avoir des conséquences sur la chirurgie. Ça, soit on s'en rend compte tout de suite, on essaye de réparer cette erreur, soit on s'en est pas rendu compte et forcément la réalité te rattrape et tu t'en rends compte plus tard. À quel point tu peux retrouver une apparence normale après un cancer ORL? Tu vas me dire probablement ça dépend de la localisation. Ça dépend de la localisation, de l'étendue de la lésion et de l'étendue de la chirurgie d'exérèse que vont faire nos collègues ORL, parce que l'idée aussi c'est d'être bien opéré, d'avoir des bonnes marges pour limiter le risque de récidive. Alors aujourd'hui, ils ont aussi beaucoup progressé avec l'endoscopie, des choses comme ça qui permettent de limiter un petit peu cette rançon cicatricielle. Mais forcément, dès qu'on touche à la tête, au cou, à la face, ça veut dire potentiellement des séquelles esthétiques, mais aussi dans la vie de tous les jours sur, comme on l'a dit, l'alimentation, l'élocution et un impact sur la vie sociale qui peut être non négligeable. Et du coup, t'as un peu évoqué au départ ça. Donc toi, t'interviens, bien sûr, avec Gustave aussi dans le cadre d'un cancer ORL, mais ce type de reconstruction, ça peut aussi rentrer dans d'autres cadres. Tu peux nous dire dans d'autres cadres, à part les cancers, dans quel type d'événements? Maintenant, ces techniques de reconstruction, elles sont utilisées aussi dans les traumatismes, et on peut parler des traumatismes balistiques, les traumatismes de guerre, parce qu'on peut avoir des pertes de substances qui sont semblables à ce qui peut se retrouver en chirurgie carcinologique. Et on en a fait quelques-uns. Nous, on collabore aussi avec nos collègues chirurgiens pédiatriques, les chirurgiens pédiatres, surtout les ORL et les maxillofaciaux, et ces reconstructions sur des enfants qui ont des syndromes polymalformatifs, qui sont suivis depuis l'enfance et qui arrivent à l'âge adulte avec des asymétries au niveau du visage, et c'est cette spécificité-là de reconstruction de lambeaux microchirurgicaux, on peut les utiliser aussi pour ces patients. Alors c'est pas des chirurgies qu'on fait tous les jours, mais maintenant on a transposé, maintenant que c'est des techniques qu'on maîtrise plutôt bien, on les a transposées pour ce type de patients. Ok. Quelle est ta plus belle réussite? Non, mais c'est un peu bateau comme question, mais tu vois une opération où tu te dis, franchement, c'était quand même un truc de ouf. On va en revenir. Moi, j'ai une appétence, c'est pas le bon mot, mais j'adore la chirurgie avec les enfants. Et ça rejoint peut-être ça revient un peu à ton truc de et départ. Je trouve que c'est des belles chirurgies. Alors, c'est des chirurgies qui sont longues et alors on a le droit à l'erreur pour personne, mais on a cette petite pression en plus, je pense, pour quand on fait de la grosse chirurgie sur les enfants. Et pour moi, c'est toujours très satisfaisant qu'on arrive à
à reconstruire, même si on n'est jamais parfait dès le premier temps, mais déjà sur des grosses chirurgies, que tout se passe bien et que les enfants, qu'on les suive aussi, parce que quand ça se passe bien, après on les suit sur plusieurs années. Voilà, on crée des liens, un lien de confiance aussi avec ses enfants et les parents aussi. pour voilà, et on les suit, ils grandissent et on les voit évoluer et voilà. Tu les suis longtemps après ou pas? On les suit jusqu'à l'âge adulte. Et tu les réopères parfois pour essayer d'améliorer des trucs? On les suit en fonction de la croissance, de comment les tissus suivent, de leurs demandes aussi, parce que voilà, les demandes sont variables. On a des patients qui, même s'il y a des choses qui sont potentiellement visibles, ils s'y font, ils ne sont pas demandeurs. Voilà, ça dépend des demandes, surtout des enfants, aussi un peu des parents. Mais voilà, et on les suit, et dès qu'il y a une gêne et qu'on peut leur proposer quelque chose, on y va. Et du coup, chez les enfants, comme tu en parles, quand tu fais un lambeau libre, donc tu prends donc on a compris un bout de tissu voilà. Ailleurs et tu le transposes, ça va grandir à la même croissance, à la même vitesse que l'autre partie ou pas? Alors, c'est pas, ça peut, parce que la croissance, elle va être surtout guidée par les structures osseuses. Donc, mettre de la peau, je dis n'importe quoi, dans la joue ou sur le visage, ça peut grandir parce que la peau conserve son élasticité. Ce qui est un peu plus problématique pour ces enfants, c'est quand on va toucher aux structures osseuses et ce qu'on appelle les cartilages de croissance qui vont être altérés. Et aussi, là on parle en oncologie, c'est les traitements complémentaires, en particulier la radiothérapie, l'irradiation post-opératoire, qui va figer les tissus et va avoir un impact sur la croissance. Ok. Est-ce qu'il y a des choses en chirurgie plastique, reconstructive, qui sont pas si connues du grand public? Déjà, là, c'est quand même très particulier. Je veux dire, tout ce dont on a parlé... Non, mais c'est sûr. Mais tu te dis, vraiment, ça, c'est à chaque fois, on me pose la question, un truc qui revient, et tu te dis, ça mériterait d'être connu. Et là, voilà. Gros plan sur ce que tu veux dire. Le message. Le message, c'est tout ça. C'est que la chirurgie plastique, c'est pas seulement la chirurgie esthétique telle qu'on peut la connaître ou avoir des a priori. Et moi, quand je parle de ce qu'on fait ici en chirurgie reconstructrice, même à des collègues, des collègues médecins, ils se doutent pas que la chirurgie plastique, ça peut être ça aussi, ça peut être... Sauf les anesthésistes, bien sûr. Oui, voilà. mais tu rigoles, mais cette chirurgie, elle peut pas se faire sans anesthésiste, parce que c'est, je pense, et tu me contrediras si c'est le cas, mais c'est une anesthésie aussi qui est particulière quand on fait... Oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est parce que ça nécessite aussi une expertise des anesthésistes, des réanimateurs, des infirmières après qui prennent soin des patients et qui ont une surveillance rapprochée. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que le geste chirurgical, il y a tout l'accompagnement derrière. Donc voilà, il faut être habitué parce que c'est un peu impressionnant. C'est des soins qui peuvent être complexes. Donc c'est un gros travail d'équipe. Et je pense que tout ce pan de la chirurgie ORL, mammaire, pédiatrique, mérite d'être connu. Ça reste encore assez manuel, c'est même pas un peu, c'est très manuel, tu vois. Et pourtant, tu as une évolution technologique de l'autre côté qui est énorme. Tu vois, ta spécialité évolue comment? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose où tu te dis, ah ouais, je vais être remplacé ou... Ouais, je sais remplacer, pas. Pas tout de suite. On est des artisans. Non, mais tu vois, on parle beaucoup, et c'est une très bonne question, de la chirurgie robotique, d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Sur ce pan-là, honnêtement, je suis pas certain qu'on soit remplacé de sitôt. L'idée pour nous, ça va être d'essayer peut-être de faire on va dire des reconstructions personnalisées, vraiment sur mesure, et de limiter un petit peu les séquelles de la chirurgie, et pour ce qui nous concerne, de limiter les séquelles
au niveau du site d'honneur. C'est-à-dire que le jour potentiellement, et on sait qu'il y a des équipes qui travaillent dessus, où tu pourras faire pousser une mandibule, une langue in vitro au laboratoire, et après tu pourras l'implanter. Ça, je pense que c'est l'avenir. Après, appliquer en cancérologie, ça c'est une autre étape, mais je pense que c'est plutôt ça le pari sur l'avenir, plutôt que d'être remplacé par des robots. Personnalisé. Ouais. Bon, après, ça se tient, hein, tu vois, on parle de médecine personnalisée de plus en plus. Dans tous mais les évidemment, cas, oui. Donc, Mais c'est un truc... Ok. En France, on est comment par rapport à ça ? On est, je veux dire par rapport au reste du monde, on est bon ou on n'est pas bon dans la chirurgie plastique ? Alors, tu vas pas me dire on n'est pas bon, mais... Et alors je pourrais te dire on n'est pas bon, ça me gênerait pas, mais je peux te dire qu'on est, alors je parle de la médecine et de la chirurgie en général, on est encore un pays d'excellence. D'excellence parce qu'on est un pays où on transmet beaucoup, on transmet beaucoup de génération en génération, et tout ce que je fais moi aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, je le fais parce qu'on me l'a transmis, parce qu'on me l'a enseigné, et on est un pays où je pense cette transmission de savoir, cet apprentissage est encore là, est encore valorisé, et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, même en Europe. Okay. Et je pense qu'on est très bon techniquement également, qu'on a un très bon système de santé. Il faut le préserver, mais c'est vraiment important, et je pense qu'on n'a rien à envier aux autres pays, en particulier les États-Unis. Et je rejoins un petit peu ce que disait, c'était dans le Baptiste Bonnet, qui disait que au final les Américains n'étaient pas plus forts que nous. Et ça c'est bien vrai. Ils sont très forts en communication, ça, c'est sûr. avec beaucoup de moyens. Et là nous on est nuls en communication. Mais je pense qu'on est très... Je t'assure. Depuis le départ, on leur dit que c'est les meilleurs. Donc en fait, tu grandis en disant t'es le meilleur. Et en fait, c'est... D'un côté, ça marche. Mais après, quand tu vois la technique, non, on n'est pas moins bon. Ça, c'est clair. Non. Je suis assez d'accord. Tu as une expression en anglais, et je pense que c'est un peu ce qui te catégorise. On dit que t'es workaholic. Tu vois ce que c'est ? Non, mais tu vas m'expliquer. T'es alcoolique du boulot. Ah oui, mais clairement. En gros, tu t'arrêtes jamais. Clairement. C'est... Oui, vraiment. Mais... Je pense que t'es quand même une personne qui bosse, mais sans arrêt. Comment tu t'arrives à te décompresser ? Parce que j'ai pas de pression. Alors, si, il y a une pression de résultat, une obligation de résultat. Mais j'ai de la chance, déjà, d'aimer ce que je fais. Ouais. Et ça, je pense que le jour où je l'ai plus, je pense que je changerai de métier. Enfin, c'est même pas j'adore ce que je fais. Qu'on travaille encore aujourd'hui, et j'espère que ça va durer, dans un environnement qui est propice au bien-être et à l'épanouissement, parce que moi je travaille au sein d'une équipe formidable, avec des collègues qui sont... où il y a beaucoup d'entraide et de solidarité. Je me mets dans l'équipe, comme ça. Ah oui, ça fait... mais vraiment, mais même que ce soit des équipes infirmières, médicales, paramédicales, enfin on a beaucoup d'endroits où on a cette rivalité entre anesthésistes et chirurgiens que moi je n'ai absolument pas connue. Et voilà, et pour moi, ce travail, c'est une passion, j'adore ça. Et le jour où je me réveillerai le matin et je me dis je veux pas y aller, là on se posera des questions. Mais voilà, pour moi, travail, c'est pas une contrainte, donc j'ai pas de raison de me restreindre. Où tu te dis, ok, il faut que je fasse ça, et pour un peu combler tout ce boulot, j'ai besoin de, je sais pas... Si, mais après, tu as des exutoires, des échappatoires. Moi, je fais énormément de sport. Et t'as le temps de faire énormément de sport. Oui, et après, parce que j'ai une famille et une femme qui me soutient, qui comprend ce que je fais, qui est très à l'écoute. Et ça, c'est important aussi, d'avoir un équilibre familial, professionnel, extra-professionnel. Et voilà, tout l'équilibre, je pense, est trouvé. Et après je verrai quand je vieillirai. Tant que je peux le faire, j'en profite. T'as raison. Bon, alors là on va passer
sur une partie moins sérieuse du podcast. T'es prêt? Très bien. Ah, J'ai 2 j'attendais. questions. Bah ouais, je sais. Je t'avais prévenu qu'il y avait un petit défi quand même à la fin. Ah oui, Mais c'est ça la avant- surprise. On est déjà à la fin? Ok, Ouais, mais avant ça, j'ai 2 questions à te poser. je t'écoute. Ok. Quelle est la différence entre un bon et un mauvais chirurgien? Honnêtement, je sais pas. Non. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Et attends, mais je me pose souvent la question. Je veux dire, qu'est-ce qui définit un bon chirurgien? Est-ce que c'est quelqu'un qui va vite? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pas de complications? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très empathique avec ses patients? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait tout faire? J'en sais rien. Est-ce que toi, tu peux me donner cette définition? Pour moi, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il doit faire et qui tourne pas autour du pot. Alors, c'est vrai que parfois, sans que ça... Enfin, ce que je comprenais pas au départ avant de faire médecine, pour moi, je me disais, si on opère vite, attention, c'est pas forcément génial. Mais en fait, quand on opère vite, souvent, c'est des gens qui savent extrêmement bien ce qu'ils font, donc ils perdent pas du temps autour. Et il me semble, et ça tu as le droit de me contredire, que dans certaines chirurgies, si le temps opératoire est plus court, ça se passe parfois mieux, moins de risques d'infection, moins de choses comme ça. Notamment dans la chirurgie du sein, il me semble que quand tu commences à mettre des prothèses, si tu tournes autour pendant 3 heures avant de mettre une prothèse, c'est pas forcément génial. Alors je dis pas que c'est le temps opératoire seulement, hein. Je dis c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Donc parfois, en effet, c'est moins de complications, un temps opératoire qui est pas si long, ça veut pas dire qu'il faut être le plus rapide, ça veut dire que, ouais. Après, attends, je suis pas chirurgien, moi. Non, mais c'est une bonne analyse. Et après, mais le problème, c'est que cette analyse, elle ne regarde que l'aspect technique du praticien, en l'occurrence. Et, voilà, et malheureusement, on résume souvent les chirurgiens à cet aspect technique, mais... pour moi, c'est pas que ça. Après, c'est un chirurgien qui va être à l'écoute de ses patients, qui va être disponible. Voilà, c'est un tout. Je sais pas si on peut être bon partout, et c'est pour ça que je peux pas dire si un chirurgien, et moi, je serais incapable de dire si, par exemple, un de mes collègues est un bon chirurgien ou pas, parce qu'il peut être bon techniquement, mais exécrable avec les patients. Et pour moi, c'est pas acceptable. Ça fait pas de lui un bon chirurgien. C'est parti pour la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que tu te souviens d'un jeu que tu jouais quand tu étais petit ou un jeu que tu adorais? Un jeu auquel j'approche petit à petit du défi, tu vois. C'est vrai? Ouais. Alors faut que je réfléchisse, faut que je trouve la bonne question. Non, mais c'est petit. Je sais pas, moi je jouais beaucoup au foot, j'adorais ça. Moi j'étais tout le temps dehors. Donc à part que tu veux me faire jouer au foot dans ton bureau? Non, pas du tout. Alors là, on va lancer le jingle défi. T'es prêt ou pas? Alors, je vais te sortir un jeu, Ok. T'es prêt? Ah, le docteur Maboul. Bah ouais, bien sûr, ok. Alors, le principe est simple, donc je te mets le C'est docteur un défi. Maboul. C'est un défi, t'es prêt? Donc l'idée, c'est que tu dois prendre tous les petits icônes là, sans faire buzzer le nez du docteur Maboul. Il est branché ou pas? En un temps minimum. Je peux faire un bien test? Sûr. Vas-y, teste. Ah oui. Bien sûr. Et alors, est-ce que ça fera de moi un bon ou un mauvais chirurgien? On verra. Attends, j'ai pas fini. Si ça buzz, tu dois remettre l'icône à l'intérieur, retirer la pince et recommencer. D'accord. Ok, t'es prêt ou pas? Ok. Bien entendu, c'est pas fini parce que sinon c'est pas drôle. Je te préviens que tous les chirurgiens qui passeront dans ce podcast devront réaliser ce même défi. Okay. Je ferai un classement du meilleur, d'accord? Très bien. Et peut-être que ça fera partie des critères du bon et du mauvais chirurgien. Peut-être. Mais comme c'est un podcast, tu sais, le problème c'est qu'il faut que ça soit interactif. Donc en même temps, je vais te poser des questions. Eh ben c'est parti, j'y vais. Alors, Tu me donnes le top départ. Attends, top départ. J'adore ce défi. T'adores ce défi? Ouais. C'est prêt? On y va. Attends, que je mette le chrono. Attends, juste pour que tout le monde sache, je teste juste. Ouais, voilà, ça marche. c'est bon. Il fonctionne bien. Est-ce que t'es prêt? On y va. Go! On y va, c'est parti. Quelle est la musique que t'écoutes en ce moment? Je remets. Ce que j'écoute en ce moment, moi j'adore la musique classique et j'écoute la flûte enchantée. Putain, je suis nul, je remets. Ok. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, ça serait lequel? Ah, alors ça je sais. C'est la télétransportation. Ok. Parce que pour moi, se déplacer d'un point A à un point B, c'est une perte de temps. Ouais, tu te déplaces comment en général? En 2 roues, mais voilà, tu peux faire tellement de choses beaucoup plus intéressantes que de te déplacer. Donc
Vraiment. Ça passe un peu, hein. Je veux pas dire, mais ok. On continue. Je crois que je serais dans le classement des moins bons chirurgiens. Quel est ton plus gros défaut? Le manque de communication. Ok. Quel est ton film préféré ou un film que t'as regardé, je sais pas, Que j'ai regardé. plein de fois? On Attends, ça tourne, hein, vite. Non, mais c'est ridicule, on en parle justement avec les collègues. J'ai regardé il y a pas longtemps Les Visiteurs et c'est à mourir de rire. Bah ouais, non, mais. Soirée télé ou soirée en boîte de nuit? Oh, télé. Ok. Alors j'ai endormi plusieurs de tes patientes et beaucoup me disent avant de les endormir: oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le docteur Honard, machin. Est-ce que t'as déjà été dragué par une de tes patientes? Non, mais c'est possible que je m'en sois pas rendu compte si c'était le cas. Ok. Quel Oups, est. ouais, tombé. C'est pas grave. Quel est le critère que t'admires le plus chez une personne? Je crois que j'ai fini. Tu peux stopper le chrono. Ah, pas mal. Ok. 1 minute 35. Ah, c'est pas mal. Bah c'est pas mal. Je dois te dire que... Non, on n'a pas fini les questions. Non, tu veux continuer? Bah oui, Allez, c'est on va parti. jusqu'au bout. Bah ouais. Quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré Je sais pas, je dirais Michael Jackson. Ok. Ton plus beau Ouais, voyage? Mon plus beau voyage, Zanzibar. Ok. Quel est ton rêve que tu voudrais accomplir un jour? Mon rêve, je dirais gravir l'Everest. Ah ouais. Pas mal. Ok. Quel est le truc le plus fou que t'aies fait? Le plus fou que j'ai fait bonne question. Alors ça, j'ai pas de... Tu t'es pas dit à un moment là, je me suis surpassé dans ma... Non, Non. mais le Joker. Ça, Ouais. ouais. Ok, ça marche aussi. Quel est le dernier film que t'as vu? Ou que t'as aimé, hein, si... Parfois on se souvient pas trop. Ça fait longtemps, ouais. J'ai pas été au cinéma. C'est pas obligé que ça soit au cinéma, hein, tu sais, maintenant il y a quand même plein de plateformes, tout ça. Je regarde peu la télé, et là, le dernier film que j'ai vu, que j'ai aimé, j'en sais rien, aucune idée. Ouais. T'aurais pu dire le mien, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, mais oui. Ah oui, grosse promo. Ah mais oui, bien mais sûr, c'est ça. attends, Beyoncé ou Rihanna? Rihanna. Rap ou reggae? Ouais, plutôt rap. Ok, quel est ton hobby ou ta passion? La course à pied. Ok. Ton dernier fou rire? Celui-là, il est dur en général. Mon dernier fou rire. Ouais. On revient avec le film que j'ai vu il y a pas longtemps. Ok. C'est quand on Les regardait Les Visiteurs. Mais au final, je pense que c'est, je sais pas, je l'ai trouvé beaucoup plus drôle maintenant que parce que ça tranche un, tu sais, c'est un peu et on en reparlait justement. C'est de l'humour qu'on peut plus trop avoir maintenant quand même. Donc c'était l'humour un peu potache mais bien drôle. Bien. Voilà. Et allez, je finirai par le dernier truc. Quel est le moment le plus gênant que tu n'aies fait? Parce que tu sais, il faut bien clôturer par un truc sympa, tu vois, histoire qu'on ait une bonne image de toi. Tu vois? Le truc le plus gênant. Ouais. Tu te dis, ah, je suis pas bien là. C'est mais maintenant. Je sais pas, j'aurais peut-être dit aller présenter en congrès en plein air avec la braguette ouverte, mais voilà, ça c'est pas mal et t'en rendre compte après. Donc, c'est voilà. pas mal, Ouais. ok, d'accord, je te l'accorde. Bon, bah écoute, c'était cool de te recevoir. J'ai bien fait de venir, Ouais, c'est tu très vois. sympa. Et je vais encourager tout le monde à Allez, passer. faire le défi. Ah Ne bah me oui. dis pas, hein. Ah non, mais pas de toute même façon, le podcast. Je pense C'est que cool. c'est une bonne idée. Eh ben écoute, je te remercie. Et puis peut-être qu'on se refera d'autres sur d'autres sujets. Tout ce que tu veux. Les prochains, je vais probablement, j'espère, du coup, faire un podcast avec le docteur Anna Ilenko où on va parler de chirurgie mammaire. Eh ben très bien. Et ouais, voilà. Voilà. Une chose que tu connais aussi, bien sûr, mais bon, il fallait un peu... Oui, mais c'est une très bonne chirurgienne. Il fallait un peu, et ça, pour le coup, départager, je pense mais- que, ouais, on peut le dire, c'est une très bonne chirurgienne et qui pourra t'expliquer tout ce qu'elle fait, tout ce qu'on fait en chirurgie mammaire, Cool. qui se développe aussi beaucoup. Cool, bah je te remercie beaucoup. Mais tu passeras le bonjour. Ouais, bien sûr. Et ben merci, hein. Merci à toi. Salut.